essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libres, chers amis. Salut Francis. Bonjour Alex. Bon, là, à écouter les différentes formations politiques, là, on va avoir des épiceries. Hein? Des épiceries gouvernementales, puis là, on va tout subventionner ça. À écouter le Parti québécois, ben là, ça va être une passe de transport en commun, même prix. Coudonc, est-ce qu'on regarde le problème par le bon côté de la lunette? C'est-à-dire que plutôt que de mettre de l'argent pour, par exemple, améliorer le réseau de transport en commun, est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire de financer la carte pour tout le monde? Là? Franchement, tu devrais une carrière comme chroniqueur économique. ça t'intéresserait pas, Alex? Mon après-carrière. Effectivement, c'est là, tu mets le doigt exactement sur le bobo. Autant à Québec solidaire avec cette annonce d'épicerie qu'ils avaient déjà un peu laissé là, filer, mais là, ça s'est un peu officialisé. Hier, le Parti québécois avec des passes uniformes, là, un prix à 95 $. Je trouve que autant une formation politique que l'autre font fausse route, en fait. Évidemment, on peut pas être contre là, redonner un peu d'argent aux ménages puis leur faire économiser quelques dollars. Mais dans un cas comme dans l'autre, les problèmes sont fondamentaux et requièrent des investissements massifs en capital, en développement d'infrastructures. Donc, de venir dire, comme ça a été fait à Ottawa, comme ça a été fait sous la CAQ, de dire « Ah tiens, je vais donner un petit chèque de 100$ là, pour essentiellement acheter ton vote. » là, c'est un peu ça qui se passe. Plutôt que de m'attaquer à la source, à la racine du problème. Tu sais, la raison pour laquelle l'épicerie est chère, Alex, on le sait tous. Là, je veux dire, c'est pas parce que la marge de 3% que fait l'épicier au bout de la chaîne est bien fâchante. Après, on pourrait dire que ça devrait être 2% ou 1,5%. Mais de penser qu'on va faire des épiceries publiques, puis tout d'un coup, les prix vont être coupés de moitié, puis qu'en plus, parce qu'on est Québec solidaire, on va payer les producteurs le double du prix. Je veux dire, tôt ou tard, ceci est une subvention. Puis je comprends pas pourquoi l'État vient subventionner mes tomates puis mon steak haché. Tu comprends? L'État devrait certainement encourager des entreprises à faire pousser plus de tomates, à produire des boucheries, à faire plein de choses. Mais de venir subventionner à la fin de la ligne ta tomate puis ton pain puis tout ça à l'épicerie, c'est pas à l'État de faire ça. Et de même, dans le transport en commun, qui est une mission, je pense qu'on peut s'entendre, le public, ben, pour moi en tout cas, puis je pense que pour beaucoup de Québécois, oui, il y a le prix, là, puis tu sais, quand on est étudiant, on dit « Ah bon, c'est 100$, c'est beaucoup d'argent », mais plus tard dans la vie, quand on a le choix de peut-être prendre l'auto, peut-être... Le gros problème pour moi, il y a le prix, mais il y a aussi le fait que le transport en commun, il est déficient au Québec. Je veux dire, il manque de lignes, il manque de fréquences. Je veux dire, moi, tu vas dans n'importe quelle grande ville du monde, Alex, même aux États-Unis, je veux dire, certaines grandes villes ont des... Tu sais, c'est dans toutes les directions, je veux dire, il y a une fréquence. Bon, certains diront, on n'a pas la densité, mais franchement, Québec, Montréal, puis même dans une certaine mesure, Gatineau, Sherbrooke, on est très mal desservi. Et moi, donc, si je dis, je sais pas, là, on prend n'importe quel montant, là, j'ai $1 milliard à louer, est-ce que tu subventionnes les usagers avec les infrastructures que tu as actuellement qui sont clairement déficientes, ou est-ce que tu prends pas une plus grosse part du lion pour dire, je vais en développer des infrastructures? Et donc, oui, il va falloir continuer à payer un ticket mensuel, dans certains cas à 150, $200, mais il y aura une pertinence à utiliser les transports en commun. Moi, je te dis, mon plus grand obstacle à prendre le bus ou le métro, c'est qu'en fait, la fréquence puis les trajets qui sont offerts me prennent le triple, voire le quadruple du temps que ça me prend en auto. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mon auto. C'est toujours ou presque plus efficace de prendre les transports en commun, Alex, que de prendre la voiture. La voiture, il faut que tu mettes du gaz, il faut que tu la payes, il faut que tu payes des assurances, il faut que tu la parques à destination. Ça coûte, tu sais, plus de 1000$ là, avoir une auto si tu viens au centre-ville tous les jours. C'est sûr qu'à 100 ou 200$, c'est un bargain. Mais c'est sûr que si ça te prend 2 heures te rendre à la job, là, c'est ton temps qui devient un peu problématique. Mais, donc, je trouve qu'on fait fausse route dans les deux cas avec ces annonces-là. Parce que, d'une part, là, les épiceries gouvernementales, là, c'est que là, on va venir subventionner l'épicerie d'à peu près tout le monde, alors que des gens qui n'en ont pas besoin du tout. Exact. Je pense qu'il y a des mesures plus ciblées qui seraient plus efficaces pour aider les familles, d'un côté, pour Québec solidaire. Puis l'autre point où je te rejoins totalement, moi, ce qui me rebute dans le transport en commun présentement, c'est pas le prix, c'est l'expérience client. Voilà. Tu sais, quand le REM marche pas une journée sur deux, quand ils ont le vent d'en face, quand il pleut moindrement, puis après ça, c'est pas à moitié conçu pour l'hiver. Après ça, quand tu rentres dans le métro, là, puis t'as l'impression que tu te dis, coudonc, est-ce que je suis en sécurité? Moi, là qu'est-ce qui se passe ici? Moi, c'est ça qui me rebute. Ben, donc, si j'avais des dollars à allouer au transport en commun, je ne baisserais pas la participation des usagers, mais si le PQ est prêt à mettre plus de sous vers le transport en commun, je les encourage à le faire, mais justement,
maintenez la partie billetterie, là, la partie contribution du public, puis rajoutez les vos dollars sur le dessus pour la sécurité, pour le développement des infrastructures, pour la fréquence. Oui. Et donc, comme je te dis, je trouve ça dommage qu'actuellement, la campagne, bon, puis on est tôt, là, il reste du temps, puis peut-être que le PQ va nous annoncer d'autres choses, mais juste ce que j'ai entendu ces derniers jours, puis je faisais une blague hier à un ami, mais tu sais, l'épicerie va être publique, le transport va être gratis, il reste juste à ce que je te donne ton logement, puis coudonc, on va être dans la Russie soviétique, là, tu comprends? Je veux dire, tu sais, l'État aura pris en charge toute ta vie, peut-être qu'ils vont te fournir un poppy, puis tu comprends? C'est rendu là, je trouve ça un peu particulier. Tu sais, je pense que l'État a un rôle à jouer dans notre économie, je suis pas de ceux là, libertariens, mais je pense qu'à un moment donné, de toujours subventionner à la fin de la ligne, plutôt que de régler les causes qui font qu'on n'utilise pas les affaires ou que les prix sont trop élevés, c'est encore une fois une mauvaise allocation de nos deniers publics. Mais moi, c'est ce que je crains, Francis, dans la prochaine campagne, là, qu'on soit dans ce genre d'annonce-là. Là. Plutôt que dans les grands projets de société, plutôt que de moderniser l'ensemble du réseau, on va venir arriver là, une petite mesure ciblée avec un petit chèque ou quoi que ce soit. Moi, j'espère qu'on va avoir plus d'ambition que ça dans la prochaine campagne. Puis, tu sais, là, je chicane des partis au Québec, là, mais le fédéral fait pire, là, je veux dire, honnêtement, les chèques, puis les allocations pour l'épicerie. Puis, tu sais, tout le monde est content de recevoir son petit 100$, mais ça fait, il me semble que c'était en 2021 que le Bureau de la concurrence a dit qu'il faudrait faire venir des épiciers internationaux. On a essayé de cogner chez Carrefour, ils ont dit non merci, puis on s'est arrêté là. C'est comme, OK, ben, tu sais, si c'est ça l'effort qu'on est prêt à faire à Ottawa, à un moment donné, pour régler la crise de l'abordabilité de la nourriture, tu sais, franchement, continuons à envoyer des petits chèques de 100$, mais ça va continuer de nous coûter trop cher, puis ça va continuer d'endetter les Canadiens ad vitam aeternam. Je trouve encore une fois que c'est une mauvaise répartition de nos avoirs. Est-ce que le noyau de l'économie canadienne est de plus en plus hébergé aux États-Unis? Ben écoute, c'est une série de nouvelles ces derniers temps qui m'ont un peu attristé, je t'avouerais. Tu sais, bon, la guerre commerciale, tout ça, mais il y a aussi évidemment le fait que les États-Unis, selon le président, puis selon les aléas politiques, on dirait que des fois, ils abusent un peu de leur position dominante, puis notamment en matière de données, en matière numérique. Et là, on a vu plusieurs nouvelles dans les 2-3 derniers jours. Tu as Air Canada qui a annoncé avoir cédé une participation dans Aéroplan, leur programme de fidélité. C'est des données. Puis tu sais, Aéroplan, c'est pas juste les avions, là, c'est utilisé dans plein de commerces. Ben, c'est des données sur tes patterns de consommation, c'est ton adresse, c'est un paquet d'informations confidentielles. Ben, ça a été vendu en partie, oui, à la CDPQ, mais aussi à Blackstone, qui est un gros fonds d'investissement basé à New York. Et donc, typiquement, quand tu détiens 10, 15, 20% d'une patente, tu as le droit d'avoir les données de la patente. Donc, maintenant, les données d'Aéroplan peuvent être accédées par des Américains. Après, on a eu BMO et RBC, deux grandes banques qui détenaient Moneris. C'est peu connu, mais tu sais, tous les terminaux, le point de vente, là, c'est un système de paiement. C'est au cœur de l'économie canadienne. À chaque fois, fréquemment, quand vous payez quelque chose dans un commerce physique, vous passez par Moneris. Ça vient d'être cédé à un cabinet, à un fonds d'investissement de San Francisco, Francisco Partners. Et donc, encore une fois, le noyau des paiements canadiens est maintenant détention américaine. Puis, on a appris aussi que Desjardins, dans sa réforme majeure des cartes de crédit, puis je comprends que Desjardins, évidemment, avait accumulé un certain retard technologique, ils veulent moderniser l'affaire, mais ils disent on n'est pas capable de trouver un partenaire canadien ou québécois pour héberger les données des cartes de crédit des Québécois. Donc, on envoie ça chez Fiserv, qui est encore une fois une entreprise américaine. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, là, quoi que vous fassiez en matière financière, pas mal toute votre information est aux États-Unis. Puis rajoute à ça les codes de crédit qui sont donnés par TransUnion et Equifax, deux sociétés américaines. Je trouve juste ça bizarre qu'on remette tout le noyau, tout le cœur fondamental de notre économie, de nos dollars, de nos transactions entre les mains d'une puissance étrangère qui, ces jours-ci, n'est pas particulièrement bienveillante à notre endroit. Non, pas trop, non. Je trouve qu'il y a comme un petit danger. Là. Puis je comprends, chacune de ces décisions-là individuellement fait du sens, mais ça reste que c'est comme toute l'architecture financière, toute l'architecture de consommation des Canadiens, des Québécois qui est en train de se retrouver cédée là, à des intérêts étrangers américains. Je pense qu'il y a matière à s'inquiéter, puis j'ai lu quand même plusieurs experts en la matière. Je ne suis pas le seul, Alex, donc je pense que poser des questions, c'est peut-être chercher à influencer les décisions de ces acteurs. Ouais. C'est drôle de décision alors qu'on essaie de s'affranchir, en tout cas, de notre dépendance avec les Américains. Hey Francis, on t'écoute cet après-midi dans le retour. On sera là dès 15h. Merci.